Après, maintenant, ça dépend de vous, à quel degré vous voulez prendre ça. Si vous voulez le prendre dramatique, si vous voulez le prendre... ça marche pas, ça marche pas. Ça vous empêche pas, du moment que vous êtes en bonne santé et vous vous aimez, c'est l'essentiel. Hein. Maintenant, bon, c'est pas, la porte, elle n'est pas fermée pour vous encore. Il y a pas mal de choses à essayer. Et puis la médecine, elle avance tellement vite. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous donnent l'espoir que ça peut marcher? Ah oui, ils sont très confiants. On est croyants tous les deux. C'est vrai qu'on a la foi. Pour nous, la religion et la science sont deux choses distinctes, mais qui vont ensemble. On a des médecins aujourd'hui face à nous qui à aucun moment, nous ont dit qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants. Donc on a foi en la médecine et foi en Dieu. Et donc c'est vrai que ça nous permet aussi de relativiser, de se dire que la médecine nous aidera et que si Dieu veut, on y arrivera. Bon, bah alors, pourquoi vous vous désespérez et que Malik a du mal à, tant que ça, en parler? Bah, Malik, il prend ça un peu comme un échec, lui. Bah, c'est pas un échec, hein. Et toi, mon bébé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Bah, lui, il veut bien des petits cousins et des cousines du côté de tonton Malik, quand même. Bah oui. Bah alors, bah, il attend ça avec impatience aussi, lui. Avec l'échec des 2 précédentes fives, Raja et Malik doivent apprendre la patience et la persévérance. Mais ils sont loin d'être les seuls à enchaîner les traitements et les déceptions. Certains couples infertiles multiplient les essais pendant des années avant de connaître le bonheur de devenir parents. On s'est rencontrés en juillet 2005 et on a commencé à parler de notre désir d'enfant très rapidement. Et puis 1 an plus tard, ça devait être en novembre 2006, rien de rien. Après examen, le cas d'Anne-Laure et Julien relevait des infertilités inexpliquées. En 2009, ils ont enchaîné 5 inséminations intra-utérines, toutes négatives, qui ont gravement épuisé la jeune femme. J'ai appelé ma gynécologue et j'ai dit j'en peux plus, faut qu'on fasse autre chose. J'ai une impression, si je fais la 6e, pourquoi ça marchera plus que les 5 précédentes? Là, j'avais atteint mon quota max de ce que je pouvais faire en insémination. J'en avais marre, quoi. Et donc là, elle a dit de passer aux FIV. C'est plus compliqué, les FIV, c'est plus long. Plus d'injections aussi, finalement. Quand si je fais le calcul à la fin, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais c'est assez monumental. Et là, c'est vrai que c'est le moment où on espère vraiment, quoi. On se dit, bon, là, on nous dit qu'il y a des embryons, après on met des embryons, là, on y croit, mais à mort, quoi. Et là, l'échec de la première fille, là, c'était dur, quand même. Incompréhension. Oui, les échecs des FIV sont beaucoup plus difficiles à accepter que les échecs d'insémination. On aura enchaîné tout de suite sur la 2e. Et là, ça a été dur, la 2e, parce que bon, on ne tient plus, hein, on fait des tests de grossesse avant. Et c'était positif, mais je commençais à perdre du sang. Donc moi, je savais que c'était cuit, mais il fallait quand même retourner à la prise de sang le vendredi pour le constater de visu que c'était cuit. Là, ça a été... Là, ça a été le plus dur. De tout le parcours, ça a été vraiment le plus difficile. Parce qu'on y y a cru. On y a cru une soirée, en fait. On y a cru une soirée. Ouais, c'est vrai que ça, je pense que l'échec de la 2e fille a un peu gâché la joie de la 3e. La persévérance de ce couple a payé puisque la 3e fécondation in vitro a été la bonne. Mais ils n'oublient pas tous les obstacles qu'ils ont dû affronter avant de donner naissance à leur fils Romain. C'est tellement de déceptions, tellement de... Au début, on compte les cycles. Hein, quand on arrive au 45e... On se dit, mais c'est pas possible, c'est 45 fois j'ai été malheureuse, quoi. En gros, ça arrive à ça. Et on ne sait pas comment réagir à la réussite. On est bien cadré, on sait comment réagir à l'échec, mais à la réussite, ça fait bizarre d'un coup. Très paradoxalement, on a l'impression, le jour de la prise de sang positive, enfin pour moi, d'être arrivé au bout. Voilà, on a fini. Et en fait, on commence parce qu'après, il y a 9 mois de grossesse et c'est super long. Parce que nous, on se dit, c'est bon, on a gagné, on a la prise de sang, c'est marqué sur le papier, on va avoir un enfant. Mais on l'a pas tout de suite. Il faut... Là où les autres commencent, enfin, je sais pas, on a discuté, on a l'impression d'être arrivé au bout. Une grossesse, normalement, c'est 9 mois. Chez nous, ça a été 4 ans. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est que jamais on a baissé les bras. Jamais Anne-Laure a baissé les bras, surtout parce que physiquement, c'est évidemment elle qui a le plus supporté. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif, qu'on n'est pas là pour faire des examens, mais qu'à la fin, on finit par avoir un enfant. Et un vrai, qui fonctionne très bien. Et en plus, il est gentil. Voilà. Ouais. Se fait attendre, la vie du couple est forcément bousculée. Au début, la libido exulte, mais très vite,
les courbes de température rythment la vie intime. La vie sexuelle était pas mal rythmée par, par ce désir-là, par ce besoin-là, à savoir effectivement à quel moment il faut. En plus, moi, il se trouve que je sens très très bien mon ovulation, donc de toute façon, je ne pouvais pas la louper. Au fil du temps, ça rend forcément les choses moins spontanées et puis c'est rythmé par le calendrier, quoi. C'était expédié, on va dire. On a mine de rien pris l'habitude de faire comme ça, et c'est pas comme ça qu'on a envie que ce soit non plus, quoi. Le diagnostic d'infertilité va avoir un impact, des répercussions sur le couple, sur sa sexualité, sur son bien-être. Donc, continuer à avoir des activités, continuer à avoir une sexualité réjouissante. C'est bien beau hein, quand on prend des traitements et qu'il y a une baisse du désir, parce que ça joue aussi au niveau hormonal, hein, c'est pas rien. Hein. C'est simple, mais il y a quand même une distance, il y a quand même une souffrance. Et quand on est déprimé, on n'a pas forcément envie de faire l'amour. En tant qu'homme, le fait de suivre son calendrier biologique, c'est difficile, mais en fait, on l'a pris du côté humoristique, on va dire. Ouais. Parce que ça devient tellement sérieux, tellement aberrant, qu'en fait, ça devient rigolo. Et quelque part, ça nous a sauvés, parce qu'on a réussi à le faire quand même, malgré cette contrainte qui est complètement hors sentiment, hors amour qu'on porte l'un pour l'autre. Et puis, ça peut être extrêmement démobilisant pour un homme de lui demander il faut que tu fasses l'amour, c'est l'heure, c'est le moment. Et il t'imagine ensuite qu'il va faire un enfant pendant ce rapport, que ce rapport va produire quelque chose, alors qu'on peut être dans un désir charnel, peut-être un petit peu bestial. Donc, c'est extrêmement culpabilisant. Il ne faut pas que j'aille courir le soir pour être en forme. Il ne faut pas faire tel effort, il ne faut pas trop manger. Donc, du coup, on a énormément ri. Ah oui. Sur le moment. On riait jaune, mais on riait quand même. Sur le moment. Et on savait bien que c'était complètement aberrant. Je trouvais que même des fois, moi, je disais, bon, allez, il faudrait, mais moi, je veux pas. Et lui, il disait, allez, si, on y va, et tout ça. Alors moi, je disais, bon, d'accord, on y va. Mais des fois, je trouvais qu'il était plus motivé que moi, parce que... Et ça, pour moi, c'était bien, parce que je me disais, au moins, lui, il y croit ou il fait semblant d'y croire pour moi, et c'est déjà beaucoup. Suite aux bons résultats immunologiques de Virginie, le couple a décidé de confirmer son voyage en République tchèque pour un nouveau don d'ovules. Donc là, c'est le jour où on doit y être. Ouais, la fille, elle donne ses ovocytes, et toi, il faut que tu donnes. C'est le prélèvement. Ouais. Est-ce que tu veux rester une journée de plus après le transfert ou pas? Ah, je ne sais pas. C'est ça qui est... C'est ça qui est la loterie. C'est la grande loterie. En France, le don d'ovocytes est basé sur la gratuité, l'anonymat et le volontariat. Mais comme le délai d'attente est supérieur à 3 ans, Virginie et Nicolas ont choisi d'aller à l'étranger, faute de possibilités dans notre pays. En fait, le choix du don d'ovocytes se fait par défaut. On a procédé graduellement. Avec ces ovocytes, à elle, ça allait être compliqué. Il fallait une solution. Une solution à la question qu'on se pose, c'est on veut des enfants. Après, c'est à quel prix? Le don d'ovocytes, c'est pareil, hein, le don de gamètes ou le don de spermatozoïdes pour l'homme, c'est quand même pas simple. C'est quand même un sacrifice pour la femme ou pour l'homme de ne pas pouvoir transmettre son patrimoine génétique. Et si je ne transmets pas mon patrimoine génétique, qu'est-ce que ça implique pour moi? Est-ce que cet enfant va me ressembler? Est-ce que quand il va naître, est-ce que je vais pouvoir vraiment nouer un lien comme je l'aurais fait avec mon enfant génétique? Dit comme ça, on peut se dire, on s'en fout du patrimoine génétique. À la moitié. À la moitié, oui, excuse-moi. Non, mais... Mais c'est... À un moment, on se dit, là, je vais avoir un enfant. C'est ça l'essentiel. Moi, j'avais besoin de temps pour travailler cette question d'avoir un enfant, mais sans lui transmettre... Ton patrimoine génétique. Voilà, mon formidable patrimoine génétique, transmis par des générations avant moi. Et donc maintenant, on est dans une société où on se retrouve avec une paternité, une maternité qui va être différente. Mais légalement, le don d'ovocytes fait que l'enfant est de soi. Donc on a tout le temps, il n'y a pas de questionnement. C'est simplement la ressemblance, mais même quand vous avez été adopté, parfois vous finissez à vivre avec vos parents, à leur ressembler, parce qu'on a les mimiques, qu'on a le partage. C'est ça qui fait qu'on est fils d'eux. Simplement, c'est quelque chose à travailler, quelque chose à dire, et de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre du secret. À quelques jours d'une seconde insémination artificielle,
Nolwenn a dû recommencer les traitements hormonaux. Alors pour évacuer les tensions, elle a invité sa mère et son beau-père à déjeuner. Salut. Bonjour, Nolwenn. Salut Daniel. Je dois prévenir l'hôpital au premier jour du cycle. À partir de là, on détermine le jour où je commence ma première piqûre, c'est-à-dire au 7e jour. Pendant 5 jours, je me pique ici toute seule. Et le 6e jour, je vais à l'hôpital le matin pour une échographie et une prise de sang pour voir où ça en est. Il y a une pression. Mais le jour en plus où tu te retrouves à l'hôpital, dans le cadre de l'hôpital, ça fait pas naturel, quoi. C'est pas comme ça qu'on attend d'être enceinte, donc forcément... Ah bah non, normalement c'est simple, normalement c'est même chouette. Après, si ça marche comme ça, on prend. Hein. Oui. Patate. Normalement, c'est tellement naturel qu'on n'a même pas le temps, en général, de se poser la question. Tiens, ce serait peut-être le moment, là. Maintenant, on est bien, tiens, on va avoir un enfant. Bah oui, puis ça vient tout seul. Et je pense que cette espèce d'insouciance compte quand même aussi dans le fait d'y arriver, parce qu'en fait, on est tellement insouciant que on ne sait même pas, on n'a pas eu le temps de se dire, on va pas y arriver, on ne se l'est même jamais dit. Et là, on en arrive à c'est psychologique. Non, mais dire qu'il puisse pas y avoir un aspect psychologique, ce serait peut-être... Oui, mais c'est pas juste, mais c'est sûrement pas que ça. Et de toute façon, c'est sûrement pas que ça. C'est obligatoire, on y pense forcément. L'entourage est toujours maladroit. Par définition, il est maladroit. Parce que quand on est confronté à une nouvelle difficile, on ne sait pas comment réagir, on est démunis. On est quand même dans une société où on est dans le bien-être, dans le plaisir, où on n'a pas le droit d'être malheureux. Et si on est confronté à un incident, faut faire avec. Le papa, la maman, le beau-père, la belle-mère, ce diagnostic d'infertilité et ce qui arrive à leurs propres enfants, ça va les renvoyer à plein de choses. Autour de nous, ce qu'on voit, c'est tous ceux qui nous disent « Ah tiens, on va avoir un bébé. Ah tiens, on va avoir un deuxième. Ah tiens, on va avoir un troisième. » Gloups. Mais voilà, tous ces gens qui sont heureux de nous montrer les photos ou de nous parler de leurs enfants. J'aime ça, hein. Mais après, il faut rentrer à la maison. Hein. Faut faire avec. Ouais, mais en même temps... Faut faire sans, surtout. C'est important pour eux aussi de montrer leur vie. Ils peuvent pas... Et oui, mais Et en même temps, c'est important pour vous deux de ne pas vous couper de tout ça non plus, quoi. Mais bon, c'est pour ça que, tu le sais bien, nous on est là, c'est sûr qu'on peut en parler, voilà, même si c'est pour pleurer, même si c'est pour faire le gros coup de blues. Et donc, quelque part, je suis là comme assistante, on va dire, à côté. Toi, tu n'as pas à considérer que c'est toi le poids lourd et qu'on ne peut rien faire ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à vivre avec ce problème-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même continuer à vivre, de vivre avec cette maladie, parce que c'est quand même une vraie pathologie, de ne pas pouvoir d'enfant. Donc sûrement pas d'essayer de minimiser les choses en disant « arrête d'y penser, tu vas voir, ça va venir tout seul, etc. etc. » On ne peut pas dire ça à une femme ou un couple qui essaie d'avoir un bébé depuis 2 ans ou 3 ans et qui voit des médecins tous les 2 ou 3 mois, c'est certain. Tout le monde connaît une femme, au moins. Tout le monde connaît un couple qui a essayé pendant des années et tout, puis tout d'un coup, alors, soit à la version adoption, ils ont commencé et du coup, elle est tombée enceinte, soit à la version mariage, ils se sont mariés, du coup, elle était à fond dedans, du coup, elle est tombée enceinte, soit à la version déménagement, enfin, il y a plusieurs variantes, en fait.